Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui nous aurons la critique de Dragon's Lair sur XBLA, Katsuka, Tokyo Café et on attaque avec les news. Si les annonces ayant fait le plus de bruit durant cette E3 se trouvaient définitivement du côté d'Ubisoft, avec Assassin's Creed 3, Zombie U, Far Cry 3, le prochain Splinter Cell ou encore le surprenant Watch Dogs, des jeux dont on vous parlera longuement, reportage à l'appui, dans le prochain classé 18+, le stand Ubisoft exposait également d'autres titres qui suscitaient pas mal d'enthousiasme. À commencer par Just Dance, la série de jeux de danse la plus vendue au monde et son 4e épisode qui a été présenté ici. L'occasion pour tous les visiteurs de se trémousser sur cette tracklist inspirée qui proposera au final plus de 40 titres comprenant des succès légendaires mais aussi des artistes plus récents, à l'image de Florida qui avait d'ailleurs ouvert la conférence Ubi. Si les nouvelles features n'ont pas été entièrement dévoilées, on sait toutefois que la version Wii U permettra aux joueurs détenteurs du gamepad de faire le Puppet Master en modifiant la chorégraphie en cours pour ses amis. Toujours dans la musique, mais en mode plus confidentiel cette fois, on pouvait trouver Rocksmith, ce jeu de grade qui utilise des vrais grades justement. Prévu pour cette fin d'année sur PC, PS3 et 360, Rocksmith sera également présent lors de nombreux festivals rock européens, permettant ainsi au public de s'essayer au jeu en avant-première. Cette E3 a également été l'occasion pour Ubi de reparler de Shootmania Storm, ce FPS multijoueur développé par Nadeo, les créateurs de Trackmania. Si ce titre n'était pas jouable sur le stand, sa présentation lors de la conférence Ubi nous a permis de constater qu'il s'orientait clairement vers l'e-sports et qu'en termes de sensations, il fallait s'attendre à du Quake ou du Unreal. Autre titre, un peu plus casual et cette fois-ci jouable sur le stand, Sports Connection. Prévu sur Wii U, on découvre ici un jeu très inspiré du célèbre Wii Sports. Au programme, 6 sports différents. Football américain, golf, karting, football, tennis et enfin baseball. En fonction des sports choisis, 5 personnes pourront donc s'affronter ou coopérer simultanément, mais il est clair que ce Sport Connection n'est pas ce qui illustre le mieux le gameplay asymétrique de la console à venir de Nintendo. Toujours dans l'idée de nous faire bouger, Ubisoft a profité de ce salon pour nous annoncer un nouveau jeu de la série Your Shape, prévu sur Wii U. Le jeu proposera 125 exercices au total et la possibilité de pouvoir créer son propre programme. Your Shape Fitness Evolved 2013 apportera également une dimension sociale plus poussée, en faisant participer le joueur à un réseau social propre au jeu. Le gamepad Wii U pourra justement être utilisé afin d'accéder à ce réseau, et permettra ainsi de créer son propre programme, à base d'organisation de la nutrition ou de séquences de danse. Malgré le fait qu'il soit estampillé Ubisoft, Marvel Avengers n'était jouable que sur le stand Microsoft. On sait toutefois que ce titre permettra d'incarner 20 super-héros différents issus de l'univers Marvel. Ubisoft promet des décors interactifs inspirés des bandes dessinées Secret Invasion ainsi qu'une grande variété de modes de jeu. Aussi, des attaques explosives ainsi que des coups spéciaux seront réalisables à l'aide du gamepad Wii U. On attendra tout de même sa sortie en novembre 2012 pour savoir si ce jeu ne se contente pas de surfer un peu facilement sur le succès du film The Avengers sorti récemment. Déjà annoncé sur la 3DS dans Lapin Crétin la grosse bagarre, les Lapins Crétins sont une fois de plus de retour sur la nouvelle console de Nintendo dans un titre intitulé Rabbids Party Land, dont une version était jouable sur le stand. Malgré leurs nombreux faits d'armes, les Lapins Crétins s'en prendront cette fois-ci à un parc d'attractions, une invasion que le joueur devra gérer. Le jeu proposera un peu plus d'une vingtaine d'attractions où les lapins s'opposeront en versus ou en coop dans une course au trophée prenant la forme d'un jeu de société. L'utilisation du gamepad Wii U sera de mise et permettra de viser, de les diriger, de leur crier dessus, de dessiner des objets, mais surtout de pouvoir jouer sans avoir à passer par la télé. Une nouvelle aventure des Lapins Crétins qui, on l'espère, retrouvera un peu de fraîcheur après plusieurs épisodes assez moyens. Contrairement à Rayman, qui lui est dans une dynamique clairement positive, et après le trailer leaké sur internet peu de temps avant le salon, qui permettait d'apprécier certaines des fonctionnalités de Rayman Legends sur la prochaine Wii U, puis sa présentation live lors de la conférence Ubisoft, nous avons eu l'immense plaisir de pouvoir tester le jeu sur le stand de l'éditeur français. Développé au sein du studio Ubisoft situé à Montpellier, Rayman Legends nous a été présenté par son lead game designer, Émile Morel. Émile travaille maintenant depuis 3 ans pour Ubi, mais avant de bosser sur Tintin et maintenant Rayman Legends aux côtés de Michel Ancel, il a également travaillé pour le studio Eden Games sur des titres tels que Alone in the Dark et Test Drive Unlimited 2. Et clairement, l'ambiance et le cadre unique du studio montpelliérain ont énormément contribué à la qualité de Rayman Legends. Alors ce qui est sûr, c'est que dans l'équipe de Michel, on travaille donc ce qu'on appelle la Villa, qui est cette espèce de vieille bâtisse au milieu de Montpellier. Déjà le quartier est incroyable. Montpellier il fait super beau, donc c'est aussi très agréable. Et travailler dans une maison comme ça, c'est juste super pour en fait l'esprit d'équipe. Parce qu'on se retrouve tous le midi, on mange dehors, on a un espèce de jardin où on mange.
on est tous un peu les uns sur les autres, mais c'est hyper agréable parce que voilà, on se connaît tous et on a vraiment l'impression de tous travailler dans la même direction, sur le même projet et c'est pas, voilà, c'est pas des locaux froids comme on peut avoir, c'est pas une espèce d'open space ni rien, il y a vraiment un côté un peu famille quoi. Et ouais, non, il y a une qualité de vie, une qualité de travail qui sont vraiment super à Montpellier. Ouais. Si sur ce nouveau Rayman Wii U, Michel Ancel semble s'être mis un peu en retrait médiatiquement parlant, son degré d'investissement sur le projet n'en fut pas moins. Énorme, je dis souvent que c'est lui qui travaille le plus sur le projet, c'est vraiment... c'est un directeur créatif qui est énormément impliqué dans tous les corps de métier, c'est-à-dire qu'il peut parler programmation avec les programmeurs, il peut parler animation, graphisme avec les autres corps de métier et game design avec moi, enfin voilà, il est hyper impliqué, c'est vraiment... ouais, Rayman c'est son jeu quoi, lui quand il fait un jeu, on peut dire que c'est vraiment à lui quoi. Ce jeu de plateforme jouable à 5 propose le fameux gameplay asymétrique permis par la mablette Wii U, soit le gamepad Wii U et son écran tactile intégré. Pourtant, le projet a été débuté avant même que la prochaine console Nintendo ne parvienne au studio d'Ubisoft à Montpellier, comme va nous l'expliquer Émile Morel. Rayman Legends, il a commencé juste après Rayman Origins, vraiment, je crois que c'était une histoire de semaine, hein. L'équipe voulait continuer en fait, ils étaient hyper contents d'avoir sorti celui-là, les critiques étaient super bonnes, donc ils se sont dit bah allez on continue et Michel avait vraiment envie d'en faire un autre. La Wii U c'est arrivé quand même assez vite, je pense que ça a dû arriver 1 ou 2 mois après le début du développement et je me souviens toujours, on a eu une réunion avec Michel un soir où on voulait commencer à réfléchir à la Wii U. C'était complètement informel, on a commencé à dessiner des trucs sur on a un grand tableau dans notre bureau. On avait 2-3 dessins au début et petit à petit on a eu plein, au bout d'une heure ça avait couvert le tableau de dessin. Et les gens entraient, sortaient de la salle de réu et pareil ils mettaient aussi leur dessin et à la fin on s'est dit mais waouh, la Wii U c'est un gros potentiel pour faire un jeu vraiment intéressant et amener quelque chose de nouveau encore à l'univers de Rayman. Voilà, l'idée c'était pas de faire une suite mais vraiment autre chose quoi, un autre jeu. Murphy, jouable à partir de l'écran tactile du gamepad, peut ainsi aider ou au contraire pourrir la partie des 4 autres joueurs utilisant une Wiimote ou le nouveau pad de la Wii U. Il peut par exemple couper les cordes auxquelles s'accroche le personnage, interagir avec des éléments du décor pour faire apparaître des looms, mais aussi colorer ces derniers afin de multiplier leur valeur. La technologie gyroscopique est également mise à contribution pour bouger des éléments du décor de manière à faciliter la progression des 4 autres joueurs, qui une nouvelle fois pourront se connecter à une partie en cours via le système drop-in drop-out. Les toutes premières choses qui sont avec l'écran tactile, c'était vraiment l'idée d'avoir des actions très simples, très intuitives à faire, l'idée de rendre le jeu très accessible finalement, que des gens qui n'ont pas l'habitude de tenir un contrôleur classique puissent jouer sans problème à Rayman. Donc les tout petits notamment, parce que le Origins, pour certaines personnes c'est un peu dur. Donc on s'est dit bah voilà, on peut rendre le jeu plus accessible comme ça, avec ce nouveau personnage donc de Murphy qu'on contrôle entièrement au touch, donc sur un écran tactile. C'était vraiment ça la volonté en tout cas. Une volonté d'accessibilité donc, qui ne devrait pas limiter la profondeur du jeu, car Rayman Origins offrait un contenu plus que conséquent. En fait, on veut encore plus pousser la rejouabilité des niveaux, notamment en cachant beaucoup de choses dans les niveaux. Avec Murphy, il y a moyen de trouver plein de petits éléments cachés, on peut taper partout pour trouver des choses. On veut aussi que les joueurs puissent rejouer les challenges, donc tout ce qui est un peu speedrun, un peu les courses, qu'ils puissent les rejouer entre eux et comparer leur temps directement dans le jeu. Parce que sur le précédent, on a vu que les gens, ils s'enregistraient, ils se filmaient, ensuite ils mettaient les vidéos sur YouTube, ils les comparaient. Donc c'était un peu galère. Là au moins on s'est dit on va intégrer ça au jeu. Donc il y aura des leaderboards dans les challenges et les gens pourront comme ça vraiment entrer en compétition les uns avec les autres au sein même du jeu. Mais Rayman Legends impressionne aussi techniquement, d'autant plus que le jeu gère 2 écrans, celui affiché sur la télé et celui du gamepad, ce qui aurait clairement pu impacter sur le framerate du jeu. On n'a eu aucun problème là-dessus, donc ça, souvent les gens me demandent est-ce que la Wii U est puissante. Je pense que là on a la preuve que la Wii U est puissante, le jeu est plutôt joli, il est aussi joli qu'Origins, voire encore plus joli, il tourne à 60 fps et donc comme tu dis il tourne sur 2 écrans, l'écran de la télé et l'écran du Wii U Gamepad, donc ça commence à, c'est vraiment que c'est très puissant. Et bon, je suis pas du côté technique, mais j'ai pas entendu de problème particulier en tout cas par rapport à la Wii U, voilà. Rayman Origins, entre autres choses, fut salué pour la qualité de ses graphismes 2D. Du coup, on ne peut qu'être étonné par le changement de direction artistique de Rayman Legends. Je pense que ça vient vraiment de Michel, l'idée de changer la direction artistique du jeu. Il avait envie d'avoir quelque chose qui soit plus de l'illustration, un peu plus proche de ce qu'on peut avoir dans des livres de contes ou des choses comme ça. Ça va aussi bien avec l'esprit un peu plus moyenâgeux qu'on montre aujourd'hui. C'est l'univers de Rayman avec un petit côté un peu moyenâgeux, on voit les personnages sont habillés un peu différemment et tout. Ça reste quand même du Rayman, mais voilà, donc c'était vraiment cette idée-là. Et surtout, ça permet ce nouveau style met en valeur les changements qu'on a dans le moteur graphique. Maintenant, on a des lumières dynamiques en fait dans le moteur graphique et sur des textures comme ça un peu plus travaillées, c'est encore plus joli évidemment que sur les aplats qu'il y avait dans Origins. Donc voilà, c'est une direction artistique qui est dans la lignée du précédent, mais quand même un peu différente. Malheureusement, nous ne pourrons pas vous communiquer ici d'informations quant aux fonctionnalités NFC du jeu, Nintendo n'ayant pas encore élaboré sur les implications in-game de cette techno. Pour rappel, le NFC ou Near Field Communication est une technologie permettant d'échanger des informations à très courte portée.
Le Pass Navigo par exemple, utilisé dans les transports en commun de la région parisienne, met à profit cette technologie. Et nous avions pu voir dans le trailer leaké avant l'E3 qu'il était possible de poser certains objets sur l'écran du gamepad pour voir apparaître une flopée de lapins crétins dans le jeu. On espère pouvoir vous en dire plus très bientôt. Et nous terminerons ce petit sujet sur l'excellent Rayman Legends qui nous a clairement séduit par du concret, avec deux des plus grandes fiertés de Émile Morel. C'est le fait qu'on puisse contrôler un personnage 100% juste au touch, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment nouveau, qu'on n'a jamais vu dans un jeu vidéo on va dire de console de salon. On a pu le voir peut-être sur iPad, des choses comme ça, mais en console de salon c'est la première fois. Donc ça je suis vraiment hyper content et j'aime aussi beaucoup la map musicale qu'on montre aujourd'hui. Ça c'est une idée de Michel. C'est parti d'un délire, en fait on avait fait une vidéo sur un speedrun, on avait mis de la musique, une musique un peu heavy metal. Et Michel a dit bah essayons carrément de faire un niveau où la musique colle en fait aux actions du joueur. Et moi j'adore rejouer cette map en écoutant la musique, je trouve ça vraiment ça porte comme dans un Guitar Hero quand on est porté par la musique. Et ça va hyper bien avec le flow de Rayman qui est assez speed et assez entraînant quoi. Et c'est tout pour Ubisoft. La prochaine fois, on s'attaque à Electronic Arts. On va voir la critique de Dragon's Lair, que je ne connais malheureusement pas, enfin juste de nom et de réputation. Ce que je veux dire, c'est que je n'y ai jamais joué. Tout ce que je connais du jeu, c'est ce que j'ai vu dans un épisode du Joueur du Grenier. Par contre, Don Bluth, son réalisateur, je le connais un peu mieux, notamment grâce à Anastasia et Titan AE, que j'adore, et que je vous conseille si vous ne les avez pas vus. Ah, Dragon's Lair. Depuis son apparition dans les salles d'arcade en 1983, ce jeu est un de ceux ayant le plus connu d'adaptations sur micro et console. Créé par Don Bluth, réalisateur du Secret de Nîmes, Anastasia et Titan AE, le jeu proposait des graphismes révolutionnaires pour l'époque, grâce à la technologie du Laserdisc. Un dessin animé interactif, là où les autres jeux n'offraient que des sprites sommaires à la palette limitée. Le jeu a été adapté sur Atari ST, NES, Super NES, 3DO, CDI, Mega CD, Game Boy Color, etc. Et beaucoup de développeurs se sont cassés les dents sur le challenge technique que représentait un portage fidèle de ce jeu sur ces plateformes, parfois pas forcément adapté. Cette fois, c'est sur le Xbox Live Arcade que débarque Dragon's Lair, téléchargeable pour 800 points. Comme expliqué précédemment dans le Retro and Magic consacré au dessin animé interactif et disponible sur No Life Online, ce genre était en quelque sorte l'ancêtre des Quick Time Events que l'on trouve aujourd'hui dans de nombreux jeux. Dans Dragon's Lair, on suit le proche chevalier d'Urk, parti à l'assaut du château du Dragon Cygne, qui a enlevé sa bien-aimée, la princesse Daphné. De salle en salle, il devra éviter ou se défaire d'une multitude d'ennemis et de pièges avant d'arriver à la longue scène finale où il devra combattre le dragon. Concrètement, il s'agit uniquement pour le joueur de trouver et mémoriser les enchaînements de boutons à effectuer dans chaque passage, certains pouvant d'ailleurs être affichés en miroir dans le mode de difficulté élevé. Il est possible de choisir de jouer aux séquences en lecture linéaire, où l'ordre correspondait au chapitrage du laserdisc, ou tel que sur l'arcade, où les séquences étaient aléatoires. Chaque scène propose un indice de l'action à effectuer, grâce à un flash lumineux entourant brièvement l'objet ou la direction à choisir. Le joueur n'a alors qu'un dixième de seconde pour effectuer l'action correcte, sous peine de perdre une vie dans une courte séquence humoristique mettant en scène la mort du héros. Ce principe d'essai-erreur constituait la base du gameplay et incitait les joueurs à remettre des pièces dans la borne pour accéder à la séquence suivante. De ce point de vue, l'adaptation sur 360 est une réussite. Les commandes sont réactives et les séquences s'enchaînent sans temps mort grâce au stockage sur disque dur. La nostalgie est quasi intacte, quasi car le jeu est recadré au format 16/9. Rappelons que, prévu pour les écrans d'arcade, le jeu avait à l'origine un format 4/3. Cette version, tout comme les versions Blu-ray et PS3 sorties auparavant, coupe donc une partie du haut et du bas de l'image. Un affichage type arcade est possible, mais celui-ci surcharge inutilement l'écran avec une fausse interface au lieu de laisser la place aux animations du jeu. Il est aussi dommage que la vidéo elle-même souffre d'une compression trop agressive. Le jeu entier occupant moins d'1 giga sur le disque, c'est une taille plutôt limitée pour un jeu reposant exclusivement sur de la vidéo HD. Enfin, s'il était révolutionnaire en 1983, il faut reconnaître que le jeu a bel et bien vieilli aujourd'hui. Son gameplay apparaîtra bien trop basique et frustrant pour des joueurs habitués au contrôle total de leur personnage. Pour compenser cette probable frustration, les développeurs ont ajouté la possibilité d'afficher directement à l'écran la direction ou l'action à accomplir à la manette ou via Kinect. Malheureusement, cette option rend le jeu beaucoup trop facile et le transforme en un énorme QTE de 10 minutes où le joueur est plus concentré à guetter l'apparition de ces icônes de direction qu'à apprécier les animations du jeu. Cela nous incite à poser une bonne fois la question, à qui est destinée cette énième version du jeu? D'un côté, les fans de Don Bluth auront probablement déjà investi dans le Blu-ray, techniquement supérieur et proposant plus de bonus inédits que la bande-annonce et la vidéo du jeu en entier proposée ici. De l'autre, ce type de gameplay ultra linéaire n'intéressera probablement pas la jeune génération de joueurs, peu habitués à une telle rigidité.
Reste le joueur nostalgique ou occasionnel, qui n'aurait ni PS3 ni lecteur Blu-ray et serait curieux de découvrir une partie oubliée de l'histoire des jeux vidéo, tout en débloquant facilement des succès Xbox. Bien sûr, il est toujours bon qu'un éditeur de jeux propose Dragon Slayer à petit prix sur une plateforme de plus, mais niveau cible potentiel, ce n'est pas forcément judicieux. Je crois qu'il y a un peu de Vocaloid dans le Katsuka qui va suivre. Dans les conseils de regardure de Tsuka, il y a le clip qui s'appelle Nihonbashi Kokashita Arkeikaku, qui utilise un Vocaloid 3 qui s'appelle IA. La musique est vraiment mignonne et le clip très joli, donc un conseil de regardure que je ne peux que soutenir. Et tout de suite, on regarde Katsuka. Salut à tous! Cette semaine dans Katsuka, vous verrez des films qui ont pour point commun d'être collectifs et proches de l'animation chaînée. Voici pour commencer le clip japonais Nihonbashi Kokashita Arkeikaku, ou plus simplement R. Réalisé par Osogane Takuya sur une musique de Jin, cette vidéo fait partie du projet IA qui s'inscrit dans la mouvance Vocaloid. Plusieurs animateurs ont participé à sa réalisation, ce qui est normal me direz-vous, sauf qu'ici chaque artiste a été libre de dessiner son plan dans un style propre. Et c'est donc la particularité des films que vous verrez aujourd'hui. On continue avec Go London, autre film japonais mais plutôt indépendant. Il a été réalisé par Yatabe Tuko avec l'aide d'animateurs en majorité amateurs, ainsi que le studio Artplants, initié par des fans d'animation. Et comme son nom peut le suggérer, il s'agit d'une sorte d'hommage aux Jeux Olympiques de Londres qui auront lieu cet été. Certaines séquences semblent parfois inachevées, mais ça fait quand même plaisir de voir ce genre d'initiative issue d'une scène indépendante nippone encore peu connue. Say
Enfin, on termine avec Megalizer, autre exercice de style au pluriel. Cette animation chaînée a été lancée par 2 étudiants de l'école de l'EMK à Angoulême qui ont réuni 13 autres camarades pour réaliser un film musical basé sur la thématique de la danse. Chacun était donc libre de ses mouvements et on retrouve notamment dans le staff les réalisateurs du court-métrage Poussière déjà diffusé dans l'émission. Voilà, voilou, à dans 15 jours. Alors là, je dois trouver une idée pour le plateau, sauf que je n'en ai pas, et je ne sais absolument pas de quoi va parler l'émission. Donc je découvre avec vous, allez hop, Tokyo Café. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut, c'est le monde, c'est Suzuka。1年前にですね、京都でなっちゃんたちと一緒に撮影した時に、私たちはね、もう仲良くなったので、友達のようにみんなでご飯を食べました。その時のね、VTR をね、撮ったので、みんなの知らない素顔のなっちゃん一体本当にね、サンセハモンで語っているなっちゃんのインタビューを皆さんにお届けしたいと思います。どうぞ、VTR スタート。タレントのマネージャーの仕事はどういう仕事なんですか？どういう仕事？いやもう全部ですよ、全部。ざっくりじゃなくて細かく具体的に話してください。具体的に言うと、仕事を取ってくることで、仕事を取ってきて、まずスケジュールを管理することで、タレントを仕事現場に連れて行ってで無事仕事を遂行すること、それとその仕事をした際に良かった点とか悪かった点を、別に細かい人はメモったりしてる人もいるし、僕みたいな結構いい加減な人は
まあ、言ったり言わなかったり。スターダストの事務所のいろいろ紹介されて、でなっちゃんかわいいこの子。ジャパンイモーションの話を聞いた時の反応はフランスのテレビですかっていう感じで、なんでフランスみたいな。でもね、最初からなっちゃんは上手だった。全然喋れなかったですよね、私。まあ今に比べて全然ダメだったんですけど、いやでも最初からあまり期待してなかった。もうアイドル見た目が良かったら受けるかなと思ったんやけど、だけどあれ喋りもできるのみたいな。なんか多分日本の番組だったら多分あんまり女子でアイドルだったら多分やらないようなことを私やってるんですよ、例えばヘビだったら今まで男性の方はヘビ巻いてるけど女性はあなたが初めてだよって私言われたんですよとか、そういうなんかいろんな体験はさせてもらってるなと思います。僕とマネージャーでまず決める。マネージャーは OK、 全て OK っていう。私 NG がないんですよ。でもそれなぜかっていうと、この志麻さんが担当になるときにやりたくないことあるって言われて、ありませんって私言ってるんですよ。何でもやりますってそこで、はいどうぞ、なんかなっちゃんの何でもやりますって言ってるから、何でもやろうと。何でもやる。あと矢口ちゃんはあれですよ、NR 出てる時にこの子はいいって言ってくれた。なっちゃんを。そうなんか矢口まりがアイドル番組出てる時に、私その時すごいもう、高校生だったらめっちゃツンツンしてて、そんなんでやろうと思えないでみたいな、本当怖かったですよ、あの時の自分が。後半そうなったんですけど、なんか矢口さんがその V を見て、この子は伸びるって言ってくださったんですよ。すごい嬉しくて。なっちゃんの元祖はモーニング娘。から新しい発見です。それはもう本当に、モーニング娘。に入りたくてスカウトされに行ったのもんです。事務所入ってますかってまず言われて、入ってないですって言ったら、私スターダストという事務所のものなんですけどって名刺を渡されて、で私もうスターダストにすごく大好きな女優さんがたくさんいらっしゃったので、運命だと思って。おばちゃんも過去に何度もスカウトされてますが、全部嘘っこ、全部キャバクラとかね。でもキャバクラでスカウトされたこともありますよ。でしょ、もちろんで、その後はでも私その時小中高一貫のすごく厳しい学校に通ってて、芸能活動がダメだったんですよ、なのにスカウトされに行くってすごい無計画なことをしちゃったんですけど、でもスターダストだけじゃあ待ってあげるよ、大学卒業してからやろうよって言ってくれて、その間レッスンを受けさせてくれると、しかもフォーフリーで。だから中学校から123年間はずっと演技レッスンとダンスレッスンだけやる日々で、でも周りの子はみんなテレビ出るわけじゃないですか。羨ましくて、だったら大学絶対行きたかったから、大学附属の高校を受験しようと思って受験して、で高校行って、で事務所に大学からやるって言ってたけど、大学附属でしかも自由なとこ行ったんで、私もこれから仕事できますって言いに行って、それが始まりです。でも夢が叶うのってどんな気分なんですか？でも自分が声に出してたことがそのまま、それを歌やってる上でもそうなんですけど、やっぱり声に出さなきゃ始まらないから、やっぱりそれで叶った瞬間っていうのはすごい達成感がありますので、やったみたいな、私できるじゃんみたいな。芸能人になって良かったことと嫌だったこと一つずつ。良かったことは、普段だったら絶対会えないような方にたくさんお会いできること。一個嫌だなって思うのは、やっぱり自分のプライベートの時間が削られちゃうこと、我慢しなきゃいけないこともそれだけ多いから。けどじゃあなんでやってるかっていうと、それを勝るぐらいお仕事が楽しい。フランス語で一言。フランス語で一言。ジュブゼン。夏子の基本愛だから。鬼歯。愛なの。鬼歯。皆さんインタビューいかがだったでしょうか。素顔のなっちゃんも素敵な女性ですけれども、影に隠れたマネージャーの岸本さんだったり、プロデューサーの白上さん、やっぱりね、影の力があってからこそのなっちゃんの魅力が出るんですね。ということで皆さん引き続き応援よろしくお願いいたします。私の応援もよろしくお願いします。本当にね、京都の床という場所はね、日本人の私にとってもスペシャルな場所なので、みんなも機会があったらぜひ楽しんでください。フブネッコンブブレス。
Suzuka. Suzuka qui a d'ailleurs participé au jeu Gravity Rush dont on va voir la critique demain. Donc ne ratez pas la critique et je vous dis à la prochaine.